puisque nous sommes dans la période de la pandémie du coronavirus. Comment ça se passe en Suisse? Parce que nous, les Français, on est abreuvés d'informations, surtout sur la France. On sait un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays, mais on n'entend pas parler de la Suisse. Ah, ben écoute, la Suisse n'a pas les problèmes de respirateurs et de ce fait-là, elle a reçu une quarantaine de malades qui sont venus de France et qui ont été hospitalisés tant en Suisse romande à Genève qu'en Suisse allemande à Bâle. Bon, donc disons que ça se passe quand même mieux qu'en France, où, comme tu le sais, notre président Macron, le 16 mars, a dit « Nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre, il l'a répété à 6 reprises. Alors, toi, vu de Suisse, comment tu perçois cette déclaration de guerre au coronavirus par les Français? Ah, c'est tout le drame du vocabulaire. Et il est dommage qu'il a employé ce terme de guerre, mais il y a beaucoup de termes qui devraient être revus en français. Il y a toujours une expression qui m'a choqué, c'est pour l'armée, pour les guerres, c'est de parler de l'impôt du sang. L'impôt du sang, je trouve absolument ignoble, parce que ça paraît comme absolument normal, comme de payer ses impôts, et c'est un terme qui m'a toujours choqué. Alors actuellement, et on peut dire aussi qu'il y a un impôt du sang pour le coronavirus parce que beaucoup de soignants sont victimes actuellement en France et on les a envoyés au début sans protection. Oui, oui. Heureusement, ici, il ne faut pas dire que c'est idéal, mais par exemple, comme je le disais, si le matériel respiratoire est suffisant, se pose le problème des masques. Je dois dire que pour ma part, je n'ai pas trouvé encore de masque. Ça devrait arriver, mais j'attends. Alors j'ai retrouvé de vieux masques que j'utilisais pour le bricolage. Voilà. Mais donc tout n'est pas idéal, mais ce n'est pas la situation que vous vivez en France. Alors, je vais revenir maintenant pour parler d'une association auquel tu appartiens. Et tu étais venu l'année dernière à Paris en 2019, donc, à une réunion des 4 ACG. Alors, je rappelle 4 ACG, anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, cette association, d'abord, qu'est-ce que c'est et ensuite, pourquoi tu en fais partie? Bon, moi, j'en fais partie parce que je suis contre le militarisme, le militaire, et pendant la guerre d'Algérie, je ne me suis pas trouvé en Algérie parce que, ben voilà, il faut que je remonte dans le temps. En 1956, je suis un jeune stagiaire, reporter photographe au mensuel Réalité. Et c'est en novembre, au début décembre, un de mes collègues, Jean-Philippe Charbonnier, un photographe expérimenté, revient d'Algérie et comme de coutume, nous regardions les images des confrères lorsque nous étions à la rédaction. Alors il avait une grande pile d'agrandissement d'un côté, une grande pile comme ça, et puis à la fin, il monte une toute petite pile. Il dit, mais c'est ça aussi la guerre d'Algérie. Et là, je découvre avec mes autres confrères des photos de torture. Le choc. Parce que je vois d'abord un interrogatoire par un officier, puis ensuite les deux suspects sont livrés à des appelés et par exemple un des hommes est suspendu, c'est la torture du perroquet, c'est-à-dire c'est de lui mettre les mains, les pieds en arrière, attachés,
et de le suspendre entre des tabourets sur une barre pour qu'il soit inconfortable et qu'on puisse lui faire subir la question. Moi, c'est le choc. C'est le choc. Pour moi, vous voyez, 56, 45, c'est proche. La torture, c'est le nazisme. Et je me dis, non seulement la France mène une guerre colonialiste en Algérie, mais en plus, elle torture. Et je me dis, mais bon sang, d'ici quelques temps, je pourrais être appelé. Alors, c'est ça l'Algérie? C'est ça Je voudrais que tu nous précises un peu la personnalité de Jean-Philippe Charbonnier, parce Alors, que c'est un grand photographe. oui, c'est un très grand photographe. Alors, il faudra que je raconte l'histoire qu'il nous a expliquée. Il était en novembre en reportage. Et c'était encore une période qui va commencer en 57, où tous les journalistes, les photographes, les caméramans peuvent se déplacer en Algérie, alors qu'en 57, ça sera exclusivement le SCA, le service cinématographique de l'armée. Donc, il se déplace, il est en voiture, il va photographier un piton où se trouve l'armée française. Et puis, en Algérie, comme en France, en novembre, le jour diminue très vite. Et quand il dit qu'il veut repartir, le capitaine lui dit « Ah non, non, Charbonnier, vous restez là, parce que moi, je ne veux pas risquer une équipe qui vous accompagne jusqu'à un endroit plus sûr. Vous restez là, vous dormez, puis vous repartirez demain, et là, je pourrai vous faire escorter. » Et puis, comme ça se passe souvent à l'armée, tout au moins pour la presse, on vous invite aux messes, et là, je crois que y a pas mal d'apéros, et il a toujours son Leica, un de ses appareils, un Leica sur le ventre, avec une courroie, et on dit au capitaine, écoutez, on a 2 suspects, et tout le monde a bien bu, et le capitaine dit, allez Charbonnier, tu viens avec nous. Et c'est comme ça que Charbonnier se retrouve dans ce lieu de torture et fait les photos. Il fait les photos parce qu'il vient d'arriver, parce qu'il se trouve ignoble et tout. Et donc, il n'y avait pas un souci malsain de la part de Charbonnier. Et alors, moi, j'ai vu ces photos, ça a été le déclic. Ça a été le déclic, je ne ferai pas la guerre d'Algérie. Et là, j'ai été dans un local qu'avait Louis Lecoing, et on a discuté. Et il m'a dit, oui, mais alors, Casus, si vous ne voulez pas faire d'armée, je vous signale, il faut avoir une vocation parce qu'il n'y a pas de statut et ça peut vous coûter, enfin, comme moi, plusieurs années. Mais, me dit-il, il y a une solution, je sais, c'est que vous acceptez l'uniforme, mais vous refusez les armes. Et de ce fait-là, ils vous feront signer une acceptation où vous allez dire « j'accepte de servir dans tous les pays où se trouve l'armée française ». Alors, on pourrait croire, comme c'est manuscrit, que c'est moi qui ai inventé ce terme. Non, non, j'ai un papier que je dois copier. Et quand je suis aux 3 jours pré-militaires, en fin 58, et que je dis que je ne veux pas porter les armes, pourquoi? Je dis, écoutez, moi, j'ai une formation catholique et je suis contre cette guerre. Donc,
Mais est-ce que vous refuseriez pour toute guerre? Écoutez, en tout cas, pour cette guerre colonialiste et les méthodes, non. Et voilà. Et donc, je me suis retrouvé parachutiste à Pau. Le stage de saut était la chose la moins désagréable à faire, et sauter l'avion ne nécessite aucun courage, un peu plus quand même quand on saute de la tour. Voilà, et je me suis retrouvé parachutiste. Après ça, avant de continuer sur ton itinéraire, j'aimerais que tu nous dises comment tu as connu Louis Lecoing, parce que tu avais lu des livres, tu savais qu'il s'était opposé, qu'il était en train il avait un journal, son journal Liberté. Tu l'as connu comment, Louis Lecoing? là, en 57, je crois que Liberté n'était pas encore paru. Ça Oui, allait paraître. oui. Mais j'avais lu dans Faim et Soif un numéro spécial. C'était le journal que faisait l'abbé Pierre, qui était très intéressant. L'objection de conscience. Moi, je ne savais pas ce que c'était, l'objection de conscience. Et je me rends compte du pacifisme et de l'objection de conscience. Et c'est comme ça, il citait Lecoing, son histoire et la lutte pour qu'il y ait un statut. Et puis, j'ai regardé dans l'annuaire, je ne sais plus comment j'ai fait, mais ça se trouvait dans le 9e, à proximité de la rédaction de Réalité. Et alors, c'est comme ça que j'allais de temps à autre chez Lecoing et on discutait. Et une petite histoire merveilleuse sur l'anarchisme. Un jour, il y a quelqu'un qui arrive, un copain de Lecoing, qui s'appelle Bontemps, je crois. Et Bontemps était un peu triste. Lecoing lui demandait « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit « Ah, écoute, j'ai acheté une voiture d'occasion, c'est la première fois, on me l'a volée. » « Quoi ?» Lecoing lui dit. Et Bontemps de dire « Écoute, j'espère que c'est quelqu'un qui en a plus besoin que moi. » Et ça a été terminé. Bontemps et Lecoing ont parlé de différents sujets. J'ai trouvé cette attitude, enfin, elle m'a ému et m'a très marqué. Et d'ailleurs, quand des gens, enfin, il y a un terme que je déteste, c'est quand pour parler de désordre, on parle d'anarchisme. Je voudrais revenir surtout sur ton opposition à la guerre d'Algérie, parce que est-ce que c'était une opposition pour une guerre coloniale? Le colonialisme déjà te touchait à cette époque-là? Oui, je lisais beaucoup les journaux de l'Anti-France. Et les journaux de l'Anti-France, il faut dire pour les plus jeunes, c'était ainsi qu'étaient désignés par l'armée, par la droite, Le Monde, Témoignage chrétien, L'Express, L'Observateur, et que je lisais. Donc, j'avais quand même une idée de qu'est-ce que c'était que le colonialisme, et ça m'a permis de faire, enfin, d'esquisser une réflexion. Il y avait déjà en France, à ton époque, donc surtout que tu t'intéressais beaucoup à la presse, il y avait déjà des réfractaires à la guerre d'Algérie, des personnes qui justement commençaient à s'y opposer. Oui, alors, j'ai dit que j'avais été incorporé à la base d'école troupe aéroportée et que j'ai fait mon stage de saut. Et après le stage de saut, j'ai été envoyé à Toul. C'est le service de santé, c'était pour faire, j'avais été fait para, mais il fallait que je fasse le service de santé, c'est-à-dire la formation d'infirmier. Et là, j'ai retrouvé différentes personnes, dont Boisgontier. Pierre Boisgontier
avait été président de l'AG des étudiants de Nancy, et comme moi, il avait les mêmes interrogations. Bon, et puis j'ai connu aussi Chérouz, qui refusait. Alors lui, il était à Nancy en observation psychiatrique. Alors c'est intéressant de savoir que un objecteur de conscience comme Chérouz s'était considéré comme un fou. Et on s'est aperçu quelque temps plus tard, et l'Occident a crié, s'est scandalisé, et à juste titre, que les dissidents soviétiques soient en clinique psychiatrique. Mais en fait, les objecteurs qui refusaient tout pendant la guerre d'Algérie étaient soumis à une observation pendant plusieurs mois dans un hôpital psychiatrique. Et d'ailleurs, j'avais été voir, comme j'étais dans le service de santé, Chérouz, et j'ai appris que il avait eu une punition. Je ne sais pas comment on pouvait faire une punition pour lui alors qu'il était dans un hôpital, parce que un jour, un officier supérieur est venu le voir, et Chérouz est resté assis sur son lit. Et l'officier supérieur lui a dit, Chérouz, même un objecteur total, se met au garde à vous devant moi. Et Chérouz a eu cette phrase magnifique, vous savez, monsieur, même mes amis frappent avant d'entrer. Voilà. Donc, quand tu fais ta formation d'infirmier, ça se passe peut-être pas trop mal, mais quand tu as fait ta formation de parachutiste, ça devait être quand même plus difficile dans ce milieu des parachutistes. Ah oui, oui, c'était un peu plus difficile. Enfin, je dirais que un jour, parce que mon béret avait disparu, j'avais plus de béret le matin et j'ai pris 3 jours de prison simple. Bon, ben c'était rien du tout. Mais quand je suis arrivé au poste, m'attendait un sergent-chef qui m'a dit, mais présente-toi. Et je lui ai dit, ben voilà, j'ai accepté l'uniforme, mais pas les armes. Pourquoi? Explique-toi, espèce de salaud, ami des bougnoules, etc. Et puis, il a commencé à me faire une tête au carré, comme on dit dans les parachutistes. Et puis, il m'a dit, on va voir si tu as des couilles au cul. Il a sorti un revolver, il a mis les balles et il me l'a mis sur la tête. Alors, il me dit, alors, tu acceptes d'être un militaire normal? Je dis non. Je te donne une deuxième chance. Là, je me suis dit, hein, ma voix s'est nouée. Alors, il m'a dit, tu vois, tu es un trouillard et tout, tu n'as pas de couilles au cul. Et puis, il me dit, je te donne la dernière chance. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, il faut que je m'excuse pour tout ce que je n'ai pas fait bien. Et après, je ne savais plus si j'étais vivant ou mort. Et là, il m'a traîné dans une cellule où il a continué à me casser la gueule. Voilà. Voilà. Les méthodes militaires. Ah, oui, oui. Mais rien n'est simple. Quelque temps après, je me suis trouvé dans un bar près de la base et il était à table, une longue table où il y avait plein de gens qui buvaient. Et je me suis dit, oh là là, si je vais dans une autre table, il va dire que j'ose pas l'affronter. Et là, je me suis assis au bout de la table, mais à la même table que lui. Alors, il racontait ses exploits militaires en Indochine, en Algérie. Il parlait de la torture d'une manière très simple, il s'inventait. Et il a continué à boire. Et tout à coup, il s'est effondré. Et alors qu'il avait sa tête
sur la table, il a dit, est-ce que je vivrai assez longtemps pour me racheter? Et là, je me suis dit, devant tout individu, le pire reste quand même une petite parcelle d'humanité. Voilà. Et alors, donc, ton service a duré combien de temps finalement? 16 mois, parce qu'avec Pierre Boisgontier, c'était beaucoup plus libre, ça n'avait rien à voir, le service de santé. Et on s'est dit, mais on a résolu un problème d'ordre moral, mais il faut trouver une efficacité. Et un jour, il me dit, écoute, j'ai un ami à Paris, on prend une fausse sperme, on va à Paris et on va aller assister à une réunion clandestine où plein de jeunes se demandent que faire d'efficace. Et ça s'est passé en 1960 pour la Pentecôte, le week-end. Et on s'est retrouvés dans un temple rue de l'Ave. Et là, on était, je sais pas, 80, un peu plus, un peu moins. Et moi, je connaissais, bien sûr, Boisgontier, je connaissais son ami qui l'avait amené, les numéros. On se parlait par numéro, clandestinité. Et alors là, c'était tous les gens qui étaient pour l'indépendance. Mais alors, ça allait des communistes en rupture, aux catholiques de gauche, aux anarchistes, aux trotskistes, enfin, il y avait tout. Et pendant ces 2 jours, on a même eu la visite pendant 1 heure de 2 représentants de la Fédération de France du FLN. Et pour essayer de trouver le lundi des initiatives communes, on s'est aperçu qu'on avait des divergences parce que certains étaient pour l'insoumission d'office, les autres pour la désertion, d'autres étaient pour le soutien. C'était simplement, je crois, il y a eu une grande sagesse de dire nous sommes minoritaires, nous voulons une négociation à l'indépendance algérienne. Eh bien, toutes nos actions vont dans le même sens et on ne va pas étaler nos divergences idéologiques, religieuses et tout ce qu'on veut. Bon. Et puis, je suis retourné à Toul et voilà que je vois dans la semaine un grand article dans François avec des photos et je reconnais 3 gars qui étaient à La Réunion et qui venaient d'être arrêtés pour transport d'argent pour le FLN. Alors là, je suis reparti à Paris en fausse sperme et je me suis dit, je sais qu'il y a des gens, c'était l'Action civique non violente, qui faisait un jeûne à Nanterre et j'ai été à Nanterre, j'avais pris un Lycra pour me dédouaner, je me suis fait très vite arrêté par les bleus de chauffe, interrogatoire, prison à duplex, retour dans mon corps à Toul, où là j'apprends que en mon absence, puis je suis resté 5 jours à Paris en Toul, à duplex, on avait fouillé dans mon pactage et là j'avais laissé de manière stupide certaines lettres et des tracts, etc. Il me dit alors fais gaffe, ils ont pris tout ce qui était dans le pactage. Là, j'ai été mis 1 mois en cellule, c'était en juin, et au bout d'1 mois, on m'a dit que je devais partir en camp disciplinaire. Je suis parti, mais brièvement, à Beach, mais comme infirmier, heureusement. Et là, très vite, ça a duré 1 ou 2 semaines, le sergent, l'adjudant qui était responsable des infirmiers à l'infirmerie,
me dit, ah Gazu, il faut que je te boucle, hein. Ton histoire de faux sperme à Paris pour voir une fille, c'est le terme, c'est ce que j'avais dit, ça ne tient pas le coup, la sécurité militaire vient t'arrêter. Alors moi, je ne veux pas d'histoire, j'en ai déjà assez eu, il était alcoolique. Ouh là là, je me suis dit, mais alors écoutez, vous semblez fatigué, mon adjudant, laissez-moi faire. Il y a 3 patients pour recevoir des piqûres, je vais les faire. Ah, il me dit, tu fais pas le con, hein. Alors, j'ai fait les piqûres, puis j'ai été dans ma chambre, et c'était l'été, c'était formidable. Le costume militaire est assez voisin, enfin, d'un costume civil. Je suis passé en Allemagne, voilà. Et d'Allemagne, je suis passé donc à pied. Après, j'ai pris le train et puis je suis arrivé en Suisse. Et en arrivant en Suisse, j'ai été voir Niels Anderson, qui était le Maspero ici. C'est lui qui éditait tout ce qui était interdit en France. Et comment tu as décidé d'aller voir Niels Anderson? Mais parce Mais que, Niels Anderson, tu l'avais connu comment? Comment tu savais qu'il était intéressé justement par toutes les personnes qui s'opposaient à la guerre d'Algérie? oh, je l'imaginais parce que j'ai m'imaginé que Maspero n'était pas innocent, comme il avait des contacts. Donc je m'étais dit, cet éditeur à Lausanne, il faut que je trouve son adresse, j'ai été le voir, il m'a dit, écoutez, peut-être des amis ont des contacts avec Jeune Résistance, c'était le groupe des Insoumis et Déserteurs. Je vais voir, revenez me voir dans 8 jours. Je ne sais pas comment il avait pris des contacts. Au bout de 8 jours, il me dit, écoute, bienvenue, on va manger ensemble. Et puis, une amie va t'amener à la police pour te déclarer. Et là, je me suis déclaré. Ça a été simple. Ça a été simple parce que, quelque temps auparavant, de 55 à 59, ça a été difficile pour les déserteurs en Suisse, mais il y a eu, d'une part en Suisse, le procès de légionnaires suisses. Ils ne devaient pas servir pour une armée étrangère, et ils ont témoigné des méthodes de la pacification. Alors ça fait un choc dans l'opinion. La deuxième chose, c'est qu'il y avait le procureur général de la Confédération qui donnait la possibilité au service français d'espionner l'ambassade d'Égypte, étant donné que l'Égypte aidait le FLN. Et ça s'est su. Et le lendemain, quand ça a été publié dans la presse, le procureur s'est suicidé. Et ces deux chocs, le procès des légionnaires suisses et l'autre événement que j'ai donné, ont fait que le gouvernement suisse a pris une option de tolérance vis-à-vis des déserteurs. Alors là, bon, il fallait que je vive. J'ai transmis d'abord à Tunis Reda Malek. Voilà ma situation. Je suis prêt à venir en Tunisie et je suis photographe. Je peux peut-être vous aider. On m'avait dit, oui, on donnera de faux papiers, tu partiras depuis Rome. Et ça ne s'est pas fait. Et c'est seulement après la guerre d'Algérie, pourquoi il m'a expliqué que ça ne s'est pas fait. C'est parce qu'ils étaient en pré-négociation en 60, secrète, et que de temps à autre, ils disaient ça se passe mal, on pourrait peut-être envoyer Gazu, ça serait mal considéré par la France.
Et puis quand les négociations marchaient mieux, il disait non, on ne fait pas ça. Donc, je ne me suis pas trouvé en Algérie, en Tunisie. Alors, j'ai fait d'abord le photographe de rue dans une station. Puis après, j'ai trouvé un job à Zurich dans une agence de presse photo. Là, ça a duré 2 mois. Mais j'ai été convoqué par la police, guerre froide, et qui m'a dit, moi, c'est cassé. Les gens comme vous, c'est bon pour Genève ou Lausanne. Parce que les communistes, on n'en veut pas à Zurich. Alors, je suis venu en Suisse romande. Là, j'ai été hébergé par un photographe, par un reporter, par l'intermédiaire de Jeune Résistance. Et il m'avait dit, bon, écoute, tu as besoin un peu de fric, tu m'aides à des tirages. Donc, il m'hébergeait, il me nourrissait et il me donnait un peu d'argent. Bon. Et puis après, j'ai appris qu'il y avait un concours pour rentrer à la télévision suisse comme caméraman. C'est ce que j'ai fait. Et voilà. Et c'est là que commence une autre période très intéressante dont nous allons parler tout à l'heure, justement avec l'émission Temps présent de la télévision. Mais ce que je voulais te demander d'abord, quand là, tu étais condamné par la France comme déserteur, comment ça s'est passé? Ah, j'ai été condamné en absence. Hein? Moi, j'ai pris 3 ans. Certains confrères ont pris 5, d'autres 10 ans. Enfin, c'était un peu à la tête du client et du juge. Et alors, en Suisse, travaillant à la télévision, très vite, j'ai travaillé pour Continent sans visa, qui était une émission sœur de 5 colonnes. Et alors, chose incroyable, alors que j'étais recherché en France, comme tous les déserteurs insoumis, la police allait dans ma famille qui disait qu'elle n'avait pas de nouvelles parce que j'écrivais chez d'autres parents. Il disait, mais c'est curieux, il y a un André Cazu au générique de 5 colonnes. Et alors, c'était incroyable, c'est que la première fois que j'étais aux États-Unis, en URSS, au Maroc, c'est avec 5 colonnes et mon nom apparaissait. Et d'ailleurs, Pierre Desgroupes m'avait dit, écoute, quand tes conneries seront terminées, tu viens travailler en France à la RTF. Et en 66, j'étais amnistié. Il m'a dit, alors tu viens, c'est fini tes conneries. Et je dis, avec ma femme, c'est formidable. On lui dit, écoute, on a 2 enfants, il faut qu'on trouve un logement, puis qu'on se prépare. Et comme vous le savez, eh bien, en 68, tous les magazines dans 5 colonnes ont été supprimés. Et donc, travailler où? Bon, alors je suis resté en Suisse. C'est pour ça que même encore maintenant, je suis en Suisse. Mais ça m'a permis, en 70, en devenant réalisateur, de faire parmi les premiers sujets que j'ai fait, les déserteurs américains au Canada, et puis en 74 de faire un portrait de Bollardière, voilà. Alors justement, la télévision, ce qu'il faut quand même répéter pour les Français, c'est que cette télévision, cette émission Temps présent, contrairement à 5 colonnes à la une, existe toujours en Suisse. Alors, justement, avant la disparition des coproductions avec 5 colonnes, ça s'appelait Continent sans visa, c'était mensuel. Et puis, en 69, l'émission devient hebdomadaire et avec un autre rédacteur en chef. Et l'émission continue toutes les semaines. Et je dois dire que toujours les responsables de l'émission ont défendu la liberté de presse. Et quand nous avons eu des pressions, c'était de dire que ce soit un groupe de multinationales comme Nestlé, ou bien comme les banques, etc., qui parfois trouvaient que
c'était des sujets critiques qu'on faisait. On leur disait, bon, écoutez, on serait ravis le lendemain de l'émission que vous nous fassiez connaître votre point de vue, mais je crois que c'est ce qu'a fait la vertu et la qualité de temps présent, de défendre la liberté de presse. Alors, il y avait justement Claude Toracinta, que j'ai connu aussi à temps présent, et qui a justement, certainement grâce à toi aussi, accepté pas mal de films ou de reportages qui étaient interdits à la télévision française et qui passaient en Suisse. Oui, oui, oui. D'ailleurs, on a offert à des camarades de Saint-Colonne, des réalisateurs qui n'avaient plus de travail, hein, comme Paul Sebon, peut-être Santelli, non pas Santelli, mais Marcel Tria. Marcel Tria, Otzenberger, etc. De venir travailler en Suisse. Ils ont travaillé pendant plusieurs années avant que la situation s'est stabilisée après 81. Mais et nous, c'était formidable d'avoir ces collègues français. Et donc, ils travaillaient. Et même Pierre Desgroppes, qui n'avait plus de travail à un moment, s'est vu confier de grands entretiens à la télévision suisse. Alors, nous arrêtons pas de remercier justement la télévision suisse, nous, les réalisateurs qui avons travaillé sous la férule du général de Gaulle, parce qu'il y avait des sujets qui étaient interdits en France, notamment les sujets qui traitaient de l'antimilitarisme ou du pacifisme. Oui, et du nucléaire. Et du nucléaire. Alors justement, toi, tu as fait ce fameux film qui s'appelle Ceux qui refusent, hein, les déserteurs américains au Canada. Alors, ce que je voulais te demander, parce que ce film a eu beaucoup de succès, il a été couronné par des prix, est-ce que ce film, on peut le voir encore aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être dans les archives? Ah, mais il faut bien voir qu'avant, on tournait en film, comme tu sais. Deuxièmement, il n'y avait pas encore de magnétoscope. Et les magnétoscopes sont arrivés après, et encore après les magnétoscopes amateurs. Donc, moi, quand je suis parti en retraite, j'ai obtenu la copie sur VHS de quelques films, mais on n'a pas pu tout me copier, quoi. J'ai dû faire 200 reportages. Hein. Alors, j'ai quelques films seulement. Alors, tu as été aussi caméraman sur Le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls. Ça, c'est aussi un film qu'on peut voir, c'est devenu un classique. Est-ce que c'était une demande de Marcel Ophuls de travailler avec toi? Ah, non, ça s'est fait d'une manière assez incroyable. C'est que Harry s'est séduit, qui qui était producteur d'une émission qui s'appelait Zoom. Ils ont été licenciés en 68. Et Charles-Harry Favreau, journaliste suisse, s'était dit, mais on parle que bientôt il y aurait des magnétoscopes, qu'on pourrait faire des choses que chaque téléspectateur pourrait voir. Il faudrait faire des films de qualité sur l'histoire, sur les arts, etc. Et Favreau leur a demandé de venir faire en Suisse des projets. Ils ont créé une société. Et Harry s'est séduit. On dit qu'il y aurait une chose à faire avec Ophuls,
c'est une ville sous l'occupation, etc. Et puis, Ophuls est venu en Suisse discuter avec Favreau, Harris et Douy, et c'était l'ébauche du Chagrin et la Pitié. Et Favreau, qui connaissait mes films de caméraman, a dit il y a quelqu'un à la télévision suisse qui serait intéressant. Alors, ils sont venus discuter avec nos directeurs, qui s'est dit, mon Dieu, il y a une nouvelle technique qui apparaît, il faudrait être coproducteur, et qui a été d'accord de mettre à disposition, et Harris, on a tout de suite été proches, et c'est comme ça que je me suis trouvé caméraman du Chagrin et la Pitié, et d'ailleurs j'ai gardé le contact avec Marcel Ophuls, voilà. Alors là, tu étais venu tourner en France pour Le Chagrin et la Pitié. Ah ben oui, puisque j'étais amnistié depuis 1966. Et quand tu as été amnistié en 1966, tu es revenu en France. Comment les Français t'ont perçu à ce moment-là comme déserteur? Est-ce que tu étais encore quelqu'un de suspect, ou alors est-ce qu'on acceptait en 1966 le fait que des personnes aient déserté pendant la guerre d'Algérie? Eh bien, je parlerai de ma famille toute proche. Bien sûr, j'ai été très bien accueilli, mais je parlerai des cousins, des voisins, etc. Et que je revoyais, et chacun m'invitait à un apéritif. C'était très convivial. On me parlait de sujets qu'ils avaient vus à Saint-Colonne. Ils me parlaient de mes petits-enfants, de ma femme. Et tout de suite, quand je parlais de la guerre d'Algérie, je leur disais, mais je vous ai envoyé une lettre quand j'ai déserté. 2 mois à peu près après que j'ai déserté, vous disant pourquoi j'ai déserté. Qu'est-ce que c'est que la guerre d'Algérie? Comment elle se pratique? Qu'est-ce que c'est que le colonialisme? Vous l'avez reçu, cette lettre. Et là, c'était incroyable. La mère de famille avait quelque chose à faire, le père quelque chose. Il dérivait, il revenait dans la pièce, il me reparlait de mes sujets, il me reparlait de mes enfants, et je voulais les remettre sur la guerre d'Algérie. Ils étaient autistes. Et la seule personne, je dis bien, de proximité, un pharmacien, un notable de ma ville de Firminy, dans la Loire, 20 000 habitants, les pharmaciens, j'avais connu des enfants, je vais le voir, il me dit, oh, dis donc, il y a des clients, mais viens ce soir à la maison qu'on en parle. Et cet homme qui est un notable du Rotary Club, on a passé une soirée ensemble à parler. Il a été le seul à ne pas être autiste. Par contre, les enfants, petits-enfants des mêmes personnes qui étaient autistes, quand elles me voient en France, veulent parler de la guerre d'Algérie. Oui. Et je dois dire qu'en discutant avec mes camarades déserteurs insoumis, tous ont fait la même expérience, tous, et constaté l'autisme des familles, de l'environnement des familles et des amis. Et est-ce que tu penses que c'était pour des raisons d'oublier, comme ça s'est passé souvent autour des guerres, où les gens ne voulaient plus en parler, même la guerre de 14, beaucoup de grands-pères ne voulaient pas raconter ce qui s'était passé pendant la guerre de 14, ou alors ils ne pouvaient pas exprimer ce qu'ils avaient vécu et qu'ils n'osaient pas, ou ils voulaient cacher des choses qu'ils avaient été obligés de faire et qu'ils n'auraient pas voulu faire. Non, je crois que toutes ces personnes
m'avait connu pendant toute mon enfance et se disait, enfin, c'est un peu comme si j'avais fait un hold-up, ou je sais pas, j'étais en prison, je reviens, alors on oublie. C'est ça. Euh, 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 donc, j'avais peut-être été un délinquant à un moment, mais euh, enfin, c'est passé, voilà. Alors, revenons un petit peu à ton travail de presque, enfin, de nombreuses années à la télévision suisse. Là, tu as fait, j'ai lu, je ne sais pas s'il y a, j'ai lu tout, il y a à peu près plus de 80 documentaires et de reportages, tu m'as dit, plus des documentaires dans tous les pays du monde où il y avait des conflits. Par exemple, je vois le Vietnam, l'Angola, Gaza, le Chili. Bon, euh, tous ces sujets-là, est-ce que toi, tu les choisissais ou est-ce qu'on te les proposait? Ben, comme dans toutes les rédactions, il y a des séances de rédaction, mais je dois dire que j'ai très vite euh, imposé mes sujets. Oh, j'ai fait des sujets, bien sûr, euh, qui s'imposaient, mais je dirais que pour leur majorité, je me suis toujours battu et obtenu euh, de faire les sujets que je souhaitais. Euh, et tu as évoqué tout à l'heure Torah Santa. Je veux dire, nous avions une complicité très grande et qui m'a aidé. Alors, par exemple, quand tu vas, je vois, au Chili, c'est sous l'époque de Pinochet. Oui. Ça représentait quand même quelques dangers aussi pour des journalistes occidentaux. Ah, bah, c'est très simple. Il n'y avait plus de journalistes quand j'ai été, euh, puisque tous les journalistes étrangers avaient été virés du pays. Donc, il n'y avait plus de presse internationale. Et j'apprends que le Chili a un nouvel ambassadeur en Suisse. Alors, j'ai été le rencontrer et je lui ai dit, écoutez, les gens de droite estiment beaucoup la politique au Chili actuelle. Les gens de gauche se montrent critiques, mais moi j'ai une proposition. Euh, vous pourriez, je souhaiterais faire un sujet où les gens du pouvoir puissent montrer quelle est leur idéologie, comment elle voit la société. Et du coup, j'ai obtenu, enfin l'équipe, nous avons obtenu un visa pour aller au Chili. Et voilà que, avant qu'arrive l'équipe technique, j'étais en reconnaissance pendant 3 semaines. Euh, je sais qu'il sera possible de filmer Pinochet parce que dans les dates, quand arrive l'équipe, il sera dans le sud du pays, tout au sud. Alors, pas de caméra, rien. Je me suis arrangé pour louer une caméra dans une université, trouver du film et on l'a filmé. Et là, à la sortie, après, au régiment Bouine, où Pinochet venait rencontrer les soldats qui avaient participé au coup d'État, un officier s'approche de nous et dit, vous êtes de quelle télévision en France? On dit, mais on n'est pas de la télévision française, on est de la télévision suisse. Ah, dit-il, moi j'étais attaché culturel à Bruxelles. Ah, mais c'est très intéressant. Et quel sujet? On dit, ben voilà, le sujet qu'on fait. Ah, et c'était un homme vaniteux. Et il nous invite à dîner le soir. Et on s'aperçoit que ce personnage, il est à la fois prof d'université en droit, grand propriétaire terrien, une grande famille, éditorialiste dans 2 journaux, une radio,
qui participent au cours, comment ça s'appelait, c'est un truc super secret où on forme l'élite du pays et où on fixe son idéologie. Et puis, en entendant ça, à la fin du repas, on lui dit, mais écoutez, Maximiano, vous pourriez beaucoup nous aider. Vous pourriez être un fil conducteur. Et il nous a amenés partout. Il nous a amenés partout. Et à travers lui, on avait, par exemple, je songe, rencontre avec le maire d'un endroit qui est très... c'est le Neuilly de Santiago. L'homme qui nous reçoit a dit « Ah, écoutez, moi je comprends qu'on a dû faire ce coup d'État, mais vous imaginez, on veut nous faire croire que la démocratie, c'est de donner le droit de vote à tous, à celui qui a comme à celui qui n'a pas, à celui qui sait comme à celui qui ne sait pas. Mais la raison ne peut pas l'accepter. Et c'est du deuxième degré. Mais c'est extraordinaire, c'est que il y avait par exemple, on a pu aller dans un cours destiné aux anciens syndicalistes, les syndicats existaient, pour montrer qu'est-ce que c'était quand on a l'influence dans une usine. Il faut obéir, il faut travailler, et à tel point que je crois que c'est Le Monde qui avait fait, parce que le sujet est passé, il est passé dans 16 pays, ce film, a dit un reportage en creux. Et c'était extraordinaire. Et c'est là que j'ai appris, il ne faut pas dans les dictatures leur dire vous êtes des salauds, ils se bloquent et on se retrouve expulsé. Mais c'est dire, mais comment vous voyez chez vous les choses? Et là, il y a un décalage avec nos pays démocratiques et les démocrates qui reçoivent le message. Voilà. Mais je dois dire, alors là, grâce à ça, je me suis engueulé. Il m'a dit, quand le pape allait venir, écoute, tu retournes au Chili. Je lui ai dit, mais tu es fou, moi je ne pourrais pas travailler. Effectivement, ça a été ça. Et on l'a vu, ça on l'a fait un sujet, mais banal. Là, ils avaient admis la presse. Mais deuxième jour du tournage avec l'équipe, une voiture nous arrête et le gars nous dit, vous perdez une roue. Bon, ça peut arriver. On fait changer la voiture de location. Et le lendemain, c'est le preneur de son trait qui me dit, André, eh bien, on nous a déboulonné au garage une de nos roues avant. Voilà. Donc, on a reçu des messages lorsque je suis retourné que je n'avais pas été oublié. Tu allais tourner aussi au Gabon, je crois. Oui. C'est aussi une dictature là-bas au Gabon et en même temps un territoire français. Eh bien, alors là, c'est une émission qui a été coproduite avec la France, avec Madame Ockrent. Alors nous, on faisait un sujet et elle s'occupait d'un sujet. Et le sujet chez elle, c'était la présence soviétique en Afrique. Et puis nous, en Suisse, ben, on faisait la présence française. Et oui. Et alors, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé pour travailler. Surtout qu'il y avait un ambassadeur
qui faisait partie des groupes de focards, qui nous dit en interview, écoutez, mais tout se passe bien, nos relations sont excellentes avec le gouvernement. D'ailleurs, figurez-vous, nous avons plus de résidents français que pendant que c'était une colonie. Et le type était assez stupide, je dois dire, à tel point que le soir, à l'hôtel, un de ses collaborateurs est venu lui dire, écoutez, il serait très content de pouvoir réécouter le son. Alors, on lui a expliqué ce qui était faux d'ailleurs, mais vous savez, les films n'aiment pas l'humidité, alors on les a expédiés cet après-midi par avion, on est navré, ça n'y est pas. Mais on tombait dans la période où il y avait des manœuvres conjointes de l'armée gabonaise et de l'armée française, et j'ai revu dans la semaine qui précédait des officiers gabonais qui étaient tout contents de se faire filmer. Et puis, quand on est arrivé, on cherchait l'armée française. Et les officiers gabonais ont dit, ben, ça sera une... Non, les Français ne veulent pas, sachant que vous filmiez. Alors, il a fallu... on a été aux archives de la TV gabonaise et on avait... Les journalistes étaient un garçon, très bon journaliste et assez séduisant, bel homme. Et on dit, il y avait une seule dame qui s'occupait des archives, mais vous n'avez pas dit non, on n'a plus des archives, on les jette. Regardez, j'ai ce petit local, non. Et puis, Pierre Pascal Rossi dit, mais là, je vois, il y a des films qui sont jetés de lui, mais je vous le dis, on doit acheter à mesure. Et là, on a découvert les archives des manœuvres de l'année précédente. Donc, on a fait attention, ça ne serait pas trop. On a pris et on a pu avoir les manœuvres de l'année précédente et on l'expliquait dans le commentaire. Et alors, justement, bon là, c'est le néocolonialisme qu'on a connu dans tous ces pays. Comment ça a été perçu après ce film en France? Est-ce qu'il a été diffusé? Parce qu'en général, le point de vue de la Suisse n'était pas le point de vue de la France. Eh bien, la productrice française nous a dit, bon ben, on garde notre accord de coproduction, on vous fournit le sujet qu'on a fait en France, vous pouvez le passer en Suisse, mais nous, on ne peut pas passer votre film. Voilà. Le film n'est pas passé en France. Tu as fait aussi un film sur la Nouvelle-Calédonie. Oui. Dans une période aussi où c'était assez tendu avec la France. Oui. Et est-ce que ça a été difficile là, de tourner aussi en Nouvelle-Calédonie et quel a été le résultat après, lorsque ce film a été terminé? Je dirais que là, c'est une des fois où j'ai dit à Torasanta, écoute, pour travailler là-bas, il faut prendre une petite caméra amateur qui vient de sortir. Et on a sorti et on a filmé avec une petite caméra Sony amateur achetée dans un magasin. Et c'était fascinant, avec des mésaventures incroyables. Un jour, dans le centre du pays, on voit un gars qui mangeait à côté sur une terrasse, et puis on lui dit, ben, on peut se mettre ensemble pour prendre l'apéritif.
et le type me raconte, moi, je ne sais plus s'il était militaire ou s'il était CRS. Il y a quelques semaines, il y a eu des heurts très forts et moi j'ai fait des photos et je les ai vendues à la presse en France. Et puis j'ai été viré et je suis ici parce que je vais faire la peau au capitaine, au commandant qui m'a dénoncé. Et on s'est dit, mais il est fou ou pas? Quand on a demandé au petit restaurant, il était des forces de l'ordre, oui, oui. Donc son histoire était vraie. Et on a passé avec mon confrère le repas à essayer de dissuader le gars de tuer son supérieur. Mais ça montre bien, on était dans un autre monde. Et alors, du côté indépendantiste, il y avait Djibaou encore. Hein, on a pu filmer Djibaou. Et puis, alors, où c'était lent. Je te laisse Oui, répondre. Eh bien, il y a toute la procédure magnifique. Il faut d'abord parler au petit chef pour avoir l'autorisation de filmer et faire des offrandes extrêmement codifiées. C'est symbolique, des offrandes. Un paquet de tabac, un bout de tissu, mais non. Et puis, une fois que c'est accepté par le petit chef, il va demander au grand chef. Et le grand chef dit, il faut que je rencontre l'équipe. Et ça a été des rencontres absolument merveilleuses. On était invités à dormir dans les villages. On avait fait la coutume, qu'on n'a pas pu rendre d'ailleurs, parce que ça joue un tour, la coutume. On a appris à ce moment-là que quand des gens de ces tribus descendent en ville, comme ils ont fait la coutume avec des gens de la ville, par exemple un épicier ou quelqu'un qui a des pompes à essence, et ben, il lui dit, on a fait la coutume, merci, il ne le paye pas. Hein? C'est magnifique. Je sais que je retournerai en Nouvelle-Calédonie, je serai reçu. Mais si les Calédoniens venaient ici en Suisse, il faut que je les reçoive. Et pour la modernité, ça pose des problèmes. Parce qu'en plus, ils ne pêchent que pour le repas suivant du jour. Donc, quand dans les coopérations, certains d'ONG offrent des congélateurs, c'est bien, mais ça ne leur sert pas véritablement pour faire de l'exportation, hein, ou même dans l'île. Ben oui, moi, je garde un souvenir très ému d'avoir été en Nouvelle-Calédonie et là, alors, le colonialisme, c'était incroyable, incroyable. Alors effectivement, j'ai eu la chance de travailler un peu en Nouvelle-Calédonie aussi, c'est pour ça que je suis content d'en parler avec toi. Et là, je t'enverrai quelques liens, de voir quelques images. Moi, j'avais un projet de film sur la Nouvelle-Calédonie qui n'a jamais abouti en France, qui était la colonisation de la Nouvelle-Calédonie. Alors, on a toujours voulu me faire enlever le mot colonisation. Oui. Et comme je l'ai maintenu et que je n'avais pas pour moi Monsieur Torasenta, eh bien, le film n'a jamais abouti. Alors, j'ai les archives, j'ai les rushs, et j'en ai fait quelques documents pour les universitaires calédoniens et kanaks. Mais alors, je pense que tu dois connaître Stanislas Hutin. Oui, oui. Hein, qui, lui, connaît bien la Nouvelle-Calédonie. Hein. Voilà. On en faisait partie en France d'une association qui s'appelait Solidarité Calédonie, Solidarité Kanak, pendant quelques années, avec un sociologue dont j'oublie le nom malheureusement,
mais enfin qui était lui, et puis Jean Chénaud, qui était un historien aussi, qui s'occupait beaucoup de ces projets. Alors, il faudrait préciser peut-être la date à laquelle tu as fait ce film, si tu t'en souviens, et comment il a été perçu. Est-ce qu'il a été diffusé ensuite en France? Moi, je l'ai vu, ton film sur la Nouvelle-Calédonie. Tu l'as vu? Oui. Non, non, je crois que c'est bien passé en Suisse. Mais il est certain, par exemple, je pense qu'il a été moins vu en Suisse qu'un autre sujet que j'avais fait sur l'exode des Tamouls. Ah, Parce oui. qu'il y avait beaucoup de Tamouls en Suisse. Et c'est vrai que quand on fait un sujet étranger, il faut essayer d'avoir un accrochage suisse pour que le téléspectateur fasse le lien. Là, il a été vu comme ah, les Français ils ont encore un problème avec les colonies, c'est tout. Ce qui était vrai d'ailleurs. Alors, Mais, je vois que. mais il faut attention, il ne faut pas blanchir la Suisse parce que à Sétif, en Algérie, il y avait la Suisse n'était pas un pays qui avait des colonies, mais avait une colonie à Sétif extrêmement importante. Euh, euh, donc, les biens suisses étaient énormes en Algérie, sans avoir une armée pour la France s'occuper de la défense des colons. Alors en 1996, je vois que tu as fait aussi un film sur les essais nucléaires au Sahara, avec Brigitte Rossigneux, une journaliste du Canard enchaîné. Alors ce film, euh, comment il s'est décidé, ces essais nucléaires? Parce que je sais que tu es aussi engagé dans la lutte contre le nucléaire, je suppose, en Suisse. Bien sûr. Eh bien, là, c'est un sujet qui m'est arrivé parce que Brigitte Rossigneux avait essayé de produire ce film en France. Elle n'avait pas pu. Ah oui. Et je ne sais pas qui dit, mais il faut téléphoner à temps présent en Suisse. Et voilà que c'est moi qui prends le téléphone. Et elle m'explique qu'elle a publié quelques documents dans le Canard montrant que il y a eu des problèmes, de gros problèmes, des incidents, même des morts, etc. Et après, la semaine après, elle a reçu d'autres lettres de gens qui ont dit Madame, moi j'ai été, voilà ce que j'ai observé. Et d'autres qui ont dit ah, mais Madame, moi j'ai été témoin d'autres problèmes. Et je lui dis alors écoutez, quand on va faire ce film, c'est bon. Et donc, on a fait ce film. On n'a pas pu obtenir des images françaises, mais un archiviste de la télévision suisse me dit écoute, quand il y avait des périodes d'essai, la France nous envoyait des films de propagande sur les premiers essais. Et comme ce n'était pas à nous, ils nous avaient dit vous pouvez garder. Alors c'est même dans un coin, mais c'est marqué. Et j'ai pu trouver les photos fournies par l'armée française. Je savais qu'on avait été coproducteur d'un sujet de 5 colonnes sur les essais. Donc, on avait des images pour illustrer. Et puis, bien sûr, ça a été de parcourir la France pour retrouver les témoins. Alors, le film passe sur TV5. Et là, TV5 dit, écoutez, on a des problèmes. Je crois que c'était un député de la majorité qui a dit, mais
c'est un achat de la TV Suisse, c'est pas la TV Suisse. Alors, vous n'allez pas le passer. Nous, on a dit à TV5, mais non, non, c'est... Et le film est passé, malgré les pressions. Et puis, après, ça a été repris par une autre émission. Il n'y avait pas film de minuit ou je sais pas, enfin, de Perrin. Enfin, voilà. Donc, c'est passé 2 fois en France. Mais ce qu'il faut que je dise, moi, je logeais dans un hôtel à Paris et en général, en préparation, avec Brigitte Rossigneux, on parlait à l'hôtel, on fait les téléphones. Et quand commence le tournage, le premier témoin le matin, il est absent. L'après-midi, le témoin 2 est absent. Le soir, on leur téléphone, on dit écoutez, est-ce qu'on s'est mal compris? Et il dit ah oui, pas du tout. Mais on a reçu un message téléphonique disant voilà, c'est en présent, le tournage est remis de quelques semaines, nous reprendrons contact avec nous. Donc il a fallu téléphoner à tous les gens qu'on allait faire dans les 15 jours de tournage. Ils avaient reçu le même message. Et en disant, il n'y a que notre voix qui est crédible. Donc, c'est facile de comprendre qu'ils avaient mis une écoute de l'hôtel. Ce n'est pas explicable autrement pour nous empêcher de faire ce sujet. Surtout que les témoins, parmi les témoins, il y avait quand même des appelés, d'anciens soldats en Algérie. C'était des anciens, c'était tous d'anciens, mais il y avait aussi Mesmer. Oui. Car Mesmer, dans un de ses livres, parle vraiment de l'explosion souterraine qui se passe mal et des échappées atomiques. Et alors Mesmer, ça c'est incroyable, il parle franchement de ça. Donc, on voyait bien que ce n'était pas un montage de notre part dans les propos, puisque un ancien ministre en parlait aussi. Bon, alors on pourrait citer d'autres documents, d'autres reportages, mais on refera une autre émission à cette occasion. Là, je voudrais revenir sur le général de Bollardière, dont ton film a été tourné en 1973 ou 74, je crois. Et 74, c'est ça. Et puis, justement, c'était quand même le seul officier supérieur qui s'était opposé à la torture en Algérie, qui l'a payé d'ailleurs assez cher. Et toi, tu décides de faire ce film sur lui. Alors, est-ce que c'était aussi pour reparler de l'Algérie? Moi, je trouvais extraordinaire. Moi, je l'ai vécu comme appelé, mais quand je découvre le livre de Bollardière, qui a été paru en 73, je me dis c'est extrêmement intéressant de s'interroger avec un ancien général et qui parvient aux mêmes conclusions sur la non-nécessité de cette guerre et bien sûr qui condamne les méthodes. C'est ça qui m'a fasciné. Et d'ailleurs, j'ai gardé, il est mort en 86, un contact avec Simone de Bollardière et même un contact très fort, puisque en 2000, quand éclate dans le monde l'affaire de la torture en Algérie révélée par Florence Baugé, et où elle demande ce qu'en pensent Massu et Bijard, ça ouvre ça ouvre la mémoire. Tous les journaux se mettent à parler de la guerre d'Algérie. Et avec Simone de Bollardière,
on va parcourir souvent ensemble, parfois les dates ne convenant pas, elle de son côté, moi de mon côté, pour faire des projections militantes à travers la France. Et quand c'est un peu dans la région parisienne ou dans le Nord, je rencontre Patrice Barra, le fils de Robert Barra, qui était un journaliste opposé à la guerre d'Algérie. Il me dit, tu es encore là pour tes projections, mais écoute, tu voudrais pas concevoir un film, je te le produis, et puis je vais démarcher Arte. Et c'est comme ça que j'ai fait 2 fois 60 minutes pour Arte sur pacification en Algérie. Voilà. Mais je veux dire, j'ai été très ému de voir que le maire précédent de Paris consacre un square à Bollardière, à Paris. C'est en face de l'école militaire. Et il y avait beaucoup de monde. Et je me suis aperçu que personne n'avait eu le courage de traverser la place pour arriver au square. Et puis, dans le libellé, Camille, comment il s'appelait l'ancien maire? Et Delanoë. Delanoë, je lui ai dit, mais on ne parle pas de son opposition à la guerre d'Algérie. On pense, enfin, il n'y a pas de référence. Il m'a dit, ah, mes collaborateurs n'ont pas compris tout ce que je voulais. En fait, pour que tout le monde soit d'accord, parce qu'il y a le maire de Paris et puis les maires des arrondissements, mais enfin, il y a un square Bollardière et il y a des places Bollardière maintenant beaucoup en France, et c'est extraordinaire quand on voit de jeunes Maghrébins, de jeunes Algériens dire quoi? Il y a un officier supérieur qui a fait ça. Et quand il y avait Simone, quand on faisait nos projections, il lui disait, mais madame, il faut faire des t-shirts, on en porterait. Et je crois que Bollardière fait peur encore maintenant, car c'est... Il y a l'Algérie, mais après, il a été au Larzac. Il a lutté contre le nucléaire en faisant une expédition dans le Pacifique. C'est un personnage marquant dans l'humanité. Oui, alors justement, nous avons à l'Union pacifiste un ami, Gilbert Nicolas de Quimper, qui est aussi un ami de Simone de Bollardière et qui nous parle souvent d'elle. Alors maintenant, je voudrais te parler, juste parce que ce film était en France, il n'a pas été projeté bien sûr en 1974 et il a fallu donc attendre les projections militantes pour que des Français puissent le voir. Oui, et il y a eu un groupe, les Amis de l'Humanité, Pax Christi, enfin, c'était très consensuel. Tous les gens un peu humanistes ont organisé une projection au Quartier Latin. La salle était pleine, à l'Arlequin. Une très grande salle. Et elle était pleine. Et là, on a dit, mais il y a des gens qui voudraient s'asseoir par terre. Ils nous ont dit non, parce que on est venu voir si on était conforme, s'il n'y avait pas plus que la salle peut contenir. En fait, Le Pen est venu manifester contre le film devant comment s'appelle l'église, ça c'est
Ah oui, oui, Saint-Séverin. J'oublie le nom de l'église. Voilà. Mais Et, je vois et, où ça se situe, le ciné. C'est sur et, l'avenue de Rennes. et alors, il a fait une manifestation disant qu'il était scandaleux de passer ce film. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je n'avais pas compris euh, pourquoi il y avait 15 véhicules, euh, De voitures de CRS. oui. En fait, alors, paradoxalement, c'était pour nous protéger à cause de la manifestation de Le Pen. Et puis après, il a été repris dans une salle aux Champs-Élysées et là, le responsable de, d'une TV, comment elle s'appelle, qui passe le Sénat, qui passe, Ah, Public Sénat. voilà. Eh bien, c'est là qu'on a été invité en nous disant, écoutez, on n'a pas d'audience, mais c'est important que le film passe. Alors, ils ont passé le film sur leur chaîne. Et puis, ils avaient invité une comédienne et puis un ancien ministre de la Défense socialiste, Peut-être Paul Quilès. Paul Quilès. Et Paul Quilès, euh, il me disait, mais écoutez, votre film, alors qu'il venait de le voir en direct, il faut pouvoir juger de cette époque. Euh, on n'est plus dans la même époque. Enfin, il naviguait. Et en sortant au démaquillage, euh, je lui ai dit, écoutez, Monsieur Quilès, moi je croyais que le Parti socialiste avait changé. Mais d'après vos interventions, je vois qu'il n'a pas changé. Et la porte étant entrouverte, le journaliste qui menait les interviews lui a dit, Paul, je pense la même chose que Gazzu, mais je n'ai pas osé le dire en direct. Voilà. Alors, bon, je signale quand même à nos auditeurs de notre émission Civis Pacem de l'Union pacifiste que ton film Pacification en Algérie peut être vu sur YouTube. Oui, On peut exact. le revoir sur YouTube. Oui, 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 Donc, oui. je leur conseille vivement de le regarder parce que là, ils vont apprendre des choses qu'on a oubliées ou qu'on ignore. Et là, c'est important parce que je pense que tu dis que tu as fait ce film aussi pour les jeunes, Oui, à la fois pour les jeunes, pour qu'ils sachent ce qui s'est passé à cette époque, et en même temps qu'il s'adressait aussi à ceux qui avaient vécu la guerre d'Algérie, soit comme appelés, soit comme Français, avoir de la famille qui était dans cette guerre. Alors, pourquoi tu penses qu'il faut s'adresser aussi aux jeunes? parce que la mémoire est essentielle. La mémoire, elle explique le présent, elle fait réfléchir pour le futur. Euh, je dirais que il faut que rien ne se perde. Des réflexions sur les situations tragiques. Et je dois dire que quand j'ai fait le film sur les déserteurs américains au Canada, j'ai tourné aussi aux États-Unis, et j'ai rencontré un des personnages essentiels de la lutte contre le Vietnam, contre la guerre du Vietnam. Et je lui ai demandé lui-même comment il parlait français, comment il s'était sensibilisé à tout ça. Il m'a dit, moi je suis jésuite, et puis pour améliorer mon français, j'ai fait un stage en France, en usine, un jésuite, et j'étais à Givors. Et quand j'ai vu que pendant la guerre d'Algérie,
il y avait des déserteurs et des insoumis. Je me suis dit, la prochaine fois que le gouvernement américain fera un conflit injuste, il faudra penser à créer des mouvements de désertion et d'insoumission. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, nous n'étions que quelques centaines de déserteurs et d'insoumis. Les Américains, 80 000 insoumis ou déserteurs au Canada, une dizaine de mille ailleurs, rien ne se perd. Et c'est pour ça qu'il faut témoigner pour les jeunes. Je crois que devant toute situation injuste, il ne faut pas attendre que l'injustice apparaisse, il faut se préparer avant, par la lecture, par les films documentaires. Si on ne réfléchit pas, on accepte tout. Et l'injustice, moi, ce que j'ai découvert le plus sur la violence avec Bollardière, c'est qu'il y a la violence armée, mais il y a la violence dans le travail, il y a le mobbing. Enfin, je veux dire, la lutte non violente, la lutte pacifiste, c'est une vision du monde pour le respect de tous les individus. Alors j'ai une dernière question à te poser, parce que chez nous, les jeunes sont menacés par un service national universel. Tu es peut-être au courant de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on voudrait que des adolescents de 15-16 ans, filles et garçons, suivent des stages, comme ils appellent ça, des stages de cohésion, et ensuite, disons, mais tout ça était encadré aussi par des militaires, avec le matin, lever du drapeau, marche au pas, chant de la Marseillaise. Est-ce que tu penses que ces jeunes-là ne sont pas menacés par cet esprit militaire qui est très présent en France et qui le reste et qui le restera peut-être encore malgré nos efforts? Déjà, moi je me suis toujours arrangé pour, lorsqu'il y avait le lever du drapeau, ou la Marseillaise, même à l'armée, pour pas me mettre au garde à vous. Hein, je trouve. D'ailleurs, j'ai fait un film sur les hymnes nationaux. Et les hymnes nationaux, c'est à part un pays au monde, c'est chaque fois belliqueux. D'autre part, le drapeau français, je le respecte par rapport à son histoire, mais je l'ai tellement vu agité par les fascistes que je ne peux pas. C'est une serpillière pour moi. Alors donc, tu t'adresses aux jeunes. Nous sommes en France préoccupés par l'esprit des jeunes qui n'ont pas conscience de ce qui menace encore dans le monde. C'est-à-dire que autant ils s'engagent aujourd'hui, parce que moi je suis à Greenpeace aussi, pour l'écologie, mais pour l'Union pacifiste, nous n'avons pas de jeunes. C'est très curieux, cette sorte de sensibilité de la jeunesse pour l'écologie et une sorte de méfiance sur tout ce qui est politique que j'arrive pas à comprendre. Et une fois en Suisse, lors d'une manifestation, je voyais un vieux militant communiste, il me disait, parce que ça existe en Suisse, les partis, hein, il s'appelle POP, il me disait, bon, je suis très ami avec le curé de Carouge, on est voisins, et
on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Lundi, j'ai plus personne dans l'église. Et puis moi, je dis, mais on n'a plus personne au parti de jeunes. Et c'est vrai. Alors, je ne sais pas encore. Donc, c'est pour ça que je me disais, quand j'ai fait la pacification, à travers ça, c'est un moyen de réflexion. Voilà. Et je crois que c'est pareil, les films que tu as faits, c'est qu'ils doivent servir de nourriture à tout le monde et à la jeunesse.